Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 3 mai. Au sommaire et en actu aujourd'hui, le FC Stade Lyonnais n'a pas obtenu sa licence pour la prochaine saison et accédé ainsi à la Challenge League. En plateau, nous recevons aujourd'hui Varoujan Simonov. Bonjour à vous, vous êtes coprésident du Stade Lyonnais, vous contestez cette décision et vous annoncez aujourd'hui faire recours. On va en parler en plateau. En sport, on va revenir sur et donner la parole surtout aux judokas de la région qui ont disputé 2 Coupes d'Europe ce mois d'avril, respectivement en République tchèque et en Géorgie. Mathieu Greul, bonjour. Vous êtes entraîneur du Judo Team Lyon et du Judo Club Morges et vous allez nous raconter l'exploit de vos jeunes sportifs. Enfin, on terminera sur scène du côté du Casino Théâtre de Rolle avec le retour de la fête de la danse qui a lieu dans toute la Suisse du 10 au 14 mai. Découverte du programme, notamment en compagnie de la co-directrice Mali van Fallerberg. Bonjour à vous, bienvenue sur ce plateau. À vos côtés, vous êtes venu avec Raphaël Smadja, vous êtes chorégraphe. Vous allez nous parler du spectacle Nalk qui ouvrira cette saison de la fête de la danse. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Alexandre, salut Andrea, j'ai mon prénom, c'est magnifique. Tu te parles à toi-même. Je suis ton nouveau toi, Alexandre, c'est beau. Non mais je suis schizophrène aujourd'hui. Écoute, c'est peut-être parce que j'ai un peu peur de ce que je vais faire avec vous, Christophe Lenglen. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre. Parce que tu vois derrière moi, Andrea, je te dis quand même que je suis dans l'écoquartier du Boiron, ici à Nyon, où se situe l'atelier de Pro Vélo La Côte. Tu sais, c'est cette association qui promeut le vélo et qui organise ce samedi à Nyon une journée entièrement dédié au vélo. Pourquoi ce vélo est là? Eh bien parce que Pro Vélo La Côte aide les gens comme moi qui ont des soucis avec leur vélo à savoir faire eux-mêmes, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble, Christophe? On va simplement démonter la roue arrière du vélo, ouais. Enlever la chambre à air et évidemment essayer d'en mettre une autre ou remettre la même pour simuler une réparation de crevaison. Voilà. Simuler une réparation de crevaison. Tu sais faire ça, Andrea, toi? T'as déjà fait ça? Non, moi non plus, je ne sais pas simuler une réparation de crevaison. Mais depuis que tu m'as dit ça, je suis concentrée au fait. Je t'imagine, moi dans ton corps et toi dans mon corps, c'est terrible. À tout à l'heure, Andrea. Hein. Salut, ciao. Je vous en prie, Varoujan Simonov, venez me rejoindre en plateau. Vous êtes le coprésident du FC Stade Lyonnais. À la maison, pour la petite histoire, vous le savez, tout le monde en a parlé. Privé de licence pour la prochaine saison, le Stade Lyonnais ne peut accéder à la Challenge League. La raison évoquée par la Swiss Football League, eh bien, c'est ce conflit d'intérêts présumé entre Vartan Sirmakes, président du Stade Lausanne-Ouchy, et son fils Sassoon Sirmakes, coprésident du FC Stade Lyonnais. Autrement dit, la proximité familiale entre les deux hommes et cette double casquette pourrait poser problème puisque père et fils pourraient favoriser une équipe ou l'autre et donc créer ainsi un conflit d'intérêts. Varoujan Simonov, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Je vous en prie, prenez place, asseyez-vous, installez-vous confortablement. Ma première question va directement à la Première Ligue. J'aimerais savoir comment va le moral, puisqu'on en entend beaucoup parler, de cette Première Ligue. Le moral, normalement c'est bien. Le moral de la première équipe, vous parlez? Première équipe. Oui, je pensais que vous avez dit Première Ligue. Non, c'est clair que moralement, après la décision, c'était une grosse déception, inattendue. Et voilà, on est tous dessus, mais on va tout faire pour sortir de cette déception, déjà pour le samedi qui vient. Oui, pourquoi parlez-vous d'une décision inattendue? On a du mal à comprendre, hein, parce que quelque part, j'imagine que le règlement, vous le connaissez, cette problématique, vous pouviez l'anticiper quelque part, le règlement, vous le connaissez également. Au moment où vous avez engagé Vartan Sirmakes, et qui a donc cédé sa place de président à son fils lors de la dernière Assemblée générale, pourquoi ne pas avoir anticipé justement ce problème et pourquoi parlez-vous aujourd'hui d'une surprise? Non, ce n'est pas du tout correct que... vous nous empêchez là, parce que c'était clair que ce n'est pas les mêmes personnes, c'est déjà une autre personne. Dans l'article 17, ils ne disent pas que c'est du famille ou pas famille, ils parlent que de la même personne et de la même société. Et c'est ni l'un ni l'autre, et justement, comme d'ailleurs écrit dans plusieurs journaux, on avait le préavis positif de la SFL sur ce point-là. Et on les a rencontrés la première fois en novembre. Et c'était tout en vert, jusqu'à la décision tombe de la commission des licences, qui n'est pas les mêmes comme
managing directeur de la SFL. Donc, je vais essayer de comprendre. Ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que vous étiez en contact avec le manager des licences, donc la personne qui accorde les licences, et qui vous avait donné son feu vert. Oui. Ouais, aujourd'hui, est-ce que vous avez des preuves de ça? Parce qu'on comprend qu'il y a quand même une situation qui est compliquée, qui vous embête, les autres clubs qui ne comprennent pas votre prise de décision. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des preuves de ce que vous avancez et qui expliqueraient effectivement cette impasse? Oui, c'est tout par écrit. Il y a 6 modules dans du monde de licence. 5 modules passés sans problème. Il y a les sécurité, administration, stade qui est en norme et les finances qui sont en norme. Et c'était juste le point 6, juridique. Et juridique, c'était clairement écrit, en principe rempli. Ça veut dire, c'est bon, mais il faut justifier encore 2, 3 points. Mais nous, on a même justifié 4 points. Ils ont dit, OK, on a tout réussi. Pour nous, c'est bon. Alors, donc ça, c'était au mois de mars. Ça, c'était au mois de mars, d'accord. Mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur l'article 17. Aujourd'hui, c'est celui qui pose problème. On va y aller comme ça. C'est l'indépendance des clubs. Il est quand même écrit, alinéa 6, qu'il est, autrement dit, être impliqué de quelque manière que ce soit dans la gestion, l'administration ou les activités sportives d'un autre club de la SFL. Aujourd'hui, qu'on est quand même père et fils qui soient à la tête de 2 clubs, ça peut poser souci. On pourrait imaginer qu'à table, ils discutent, repas de famille. Voilà, aujourd'hui, finalement, tu laisses gagner mon équipe. On peut imaginer de telles discussions, vous comprenez ça quand même. Mais je vous dis, il y a toujours tous les pères et les fils qui se comprennent. Je vous pose la question, par exemple. Donc ça veut dire quoi? Qu'on doit faire confiance finalement aux relations familiales alors que c'est écrit dans le règlement qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de telles choses? C'est où écrit le familial? Il parle d'une personne. Aucune personne physique ou morale ne peut être en même temps directement ou indirectement impliquée. On joue sur les mots. C'est l'un, c'est l'autre. Ouais, si les 2 pères et fils sont impliqués dans ce règlement, c'est qu'il y a quand même conflit d'intérêts. Aujourd'hui, c'est là-dessus que vous jouez. Non, mais c'est ni la même personne, ni la même entité. Il a sa société, le fils, il est indépendant. Et d'ailleurs, pourquoi ils nous ont donné un préavis? Pourquoi ils nous ont dit dès le début, c'est pas possible? Ouais. Varogène Simonov, aujourd'hui, donc, vous allez faire recours. Quelles sont les raisons que vous allez mettre en avant et surtout comment aujourd'hui régler le tir? Parce que finalement, on a l'impression que les joueurs sont punis, ils ne pourront pas accéder à cette Challenge League. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle stratégie aujourd'hui vous allez appliquer? Justement, il faut déjà parler aussi un peu du staff et des joueurs qui sont punis dans ces situations-là et on va tout faire avec nos avocats qui sont maintenant sur le dossier. Et il y a plusieurs pistes et on va tout faire, tout le nécessaire qui est dans nos mains. De toute façon, on va faire recours, c'est clair, et pour obtenir la licence à la fin. Ouais, il a été lu dans la presse que Sassoon Sir-Marquez pourrait se retirer de la coprésidence, justement, puisqu'aujourd'hui, il souhaite que les joueurs puissent jouer. Est-ce que ça, c'est une piste qui est évoquée? C'est une des options, oui. Qui pourrait reprendre du coup cette coprésidence? Est-ce que vous-même, vous ne pourriez pas rester l'unique président aujourd'hui du club? Il y a plusieurs pistes que voilà, c'est en cours et je ne veux pas empêcher maintenant. Le dossier, c'est complet. On va envoyer aujourd'hui au SFL, commission de recours, c'est une autre commission, et on va attendre après les négociations. Donc, entre les lignes, ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, vous voulez garder toutes les pistes ouvertes et avoir finalement la Swiss Football League qui revienne sur sa décision. C'est ça ce qu'il faut comprendre aujourd'hui? Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. On étudie beaucoup de pistes et il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été faites. Et on veut savoir de l'autre côté pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et après, on va prendre des décisions. Donc comprendre d'abord ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi ils sont revenus sur leurs décisions selon vos propos et ensuite ajuster. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui seraient prêtes justement à reprendre le poste et la coprésidence à la place de M. Sassoon Sir-Marquez? Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà venus vous voir? On a eu plein des appels, des choses, des personnes, mais ça c'est... Rien de concret, mais on va vous tenir au courant le plus vite si on a des nouvelles.
Varoujan Simonov, coprésident du FC Stade Lyonnais, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se réjouit donc d'avoir de vos nouvelles sur la suite de cette histoire. À très bientôt. Au revoir. Merci. Alexandre, on retourne donc à toi qui répare ton vélo. Oui, alors je vais déjà demander, Andrea, à Christophe de me montrer déjà comment on répare, parce que moi, je ne sais pas faire. Alors, d'ailleurs, c'est une des activités de Pro Vélo La Côte, Christophe. Et ce que vous allez faire aussi ce samedi, c'est montrer aux gens comment est-ce qu'on répare un vélo. Alors, je crois qu'il y a déjà des bases à savoir sur un vélo pour être sûr qu'il est en bon état de marche et puis qu'on peut rouler avec. C'est ça? Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, alors, montrez-moi. Donc, les premiers éléments qui sont importants pour le vélo, c'est évidemment les pneus. Ouais. Que le pneu soit en bon état, qu'il ne soit pas craquelé, et surtout qu'il soit gonflé à la bonne pression, ni trop gonflé, ni sous-gonflé. C'est un peu comme sur les voitures. Pourquoi? Parce que c'est dangereux, et surtout un pneu qui est sous-gonflé, on risque plus facilement une crevaison sur un bord de trottoir. Et comment on le vérifie justement s'il est bien gonflé? Alors, sur tous les pneus, c'est peut-être difficile à voir sur la... Ah oui, d'accord. Caméra, on voit ici, voilà, le niveau de inflation, le niveau de pression qui est demandé, c'est entre 6 bars et demi et 8 bars et demi, pardon, 8 bars et demi. Enfin, bref, sur les pneus, c'est toujours indiqué la pression en barre. Donc, il suffit de brancher sa pompe et puis de regarder dessus si voilà. justement après, on est à la bonne pression. Il faut bien sûr une pompe qui a un manomètre, sinon, voilà. Mais même avec le doigt, on peut vérifier assez facilement. Donc là, on imagine, là, justement, rien qu'avec le doigt, je vois, ça a l'air d'être bien solide, bien gonflé. Alors, les roues, ça va. Les roues, ça va. Ensuite, évidemment, on pense au deuxième élément, c'est les freins. Ouais. Ce qu'on peut vérifier facilement visuellement, c'est l'état des gommes, des patins, donc l'usure des patins. Là, on voit qu'ils sont encore bien épais. Il y a souvent sur le patin, il y a aussi une petite marque pour donner la limite d'utilisation. Ouais. Et ça, c'est relativement facile à changer soi-même. Et typiquement, dans notre cours, on aborde aussi cette question de changer les patins. D'accord. Après, les câbles devraient aussi être changés assez régulièrement. Mais tous les combien de temps? Ça dépend de l'usage du vélo, mais c'est aussi une question de sécurité et ça ne coûte pas cher si on le fait soi-même. Mais je pense tous les 2-3 ans, minimum, il faudrait au moins vérifier l'état des câbles. Parce que comment on le sait qu'ils sont usés, justement? On ne le voit pas, justement, on ne voit rien. En fait. Souvent, le câble, il casse dans la poignée. Ouais. Mais on ne le voit pas. Donc, j'appuie sur le frein et clac, au moment où j'appuie, le câble, il saute. D'accord. Donc, souvent, pour des vélos de course, typiquement, on fait des changements préventifs pour éviter un accident. D'accord. Au niveau de la selle, on doit vérifier aussi quelque chose. Au niveau des lumières, peut-être, pour la sécurité. La sécurité, voilà. Alors, oui, évidemment, sur ce vélo, qui est un vélo plus de course, j'ai une lumière, voilà. On a besoin, oui, même sur un vélo comme ça, de lumière, mais on n'a pas d'éclairage fixe. Ouais. La lumière, elle est bien sûr importante, même en ville. En ville, souvent, on croit qu'en ville, on a de l'éclairage public, on est visible, mais en fait, on est souvent mal visible, on n'est pas bien visible. Oui. Et si on parle de sécurité aussi, évidemment, avoir des habits clairs. Moi, je dis toujours, mieux vaut à la limite avoir un petit gilet jaune, quelque chose de réfléchissant sur soi ou sur son sac à dos. Oui. Plus que forcément un éclairage actif, mais déjà au moins d'être visible. Souvent, les phares de voiture sont puissants. Ouais. Et ils voient vraiment, ils réfléchissent la lumière en direction de l'automobiliste. Ouais, tout à fait. Des vêtements visibles, et puis évidemment, la lumière, c'est obligatoire. Ouais. Ça, ok, alors Christophe, maintenant, on imagine donc que cette roue, que ce pneu est crevé. Bon, il ne l'est pas, mais on fait comme s'il l'était. Comment est-ce qu'on change crevaison. Donc là, attendez, qu'est-ce que vous venez de faire là? Dégonfler la roue. Vous avez dégonflé la roue, tout simplement. D'accord, ok. Donc là, oui, on voit que le pneu est complètement dégonflé. On fait quoi après? Voilà, donc quand c'est la roue arrière, ce qui est important, la première chose, c'est de mettre votre chaîne sur le tout petit pignon, ici, tout à droite. Ouais. Pourquoi? Pour pouvoir facilement enlever la roue et remettre la roue. Sinon, vous n'arriverez jamais à démonter et à remettre la roue. Donc, on met la chaîne tout à droite, sur le tout petit pignon. Voilà. D'accord. Ensuite, simplement, tout le monde sait faire ça. On desserre Alors, il y a différents systèmes, évidemment. Ouais. On desserre, on tire le dérailleur en arrière. Et si on desserre bien, hop. Et si on desserre bien, la roue, voilà. Et ben voilà. Il faut donner quand même un petit coup sec pour la sortir de... Voilà, après, il peut y avoir un petit souci. Bon, en tout cas, on est dégonflé, normalement pas, mais ça peut coincer au niveau des... Vous voyez là, au niveau des patins de frein. Oui. Il y a souvent un système pour écarter les patins de frein. Ouais. Parce que suivant la largeur du pneu, ça va avoir de la peine à passer. Voilà. Bon, maintenant, on a la roue dégonflée. On s'équipe de deux démonte-pneus. C'est obligatoire pour démonter un pneu. Pour le remonter, ce n'est pas nécessaire, mais pour le démonter, c'est obligatoire.
D'accord. Donc, on positionne les deux démonte-pneus à environ 10-15 cm l'un de l'autre, en faisant attention de ne pas accrocher la chambre à air à l'intérieur. Ouais. Et puis, les deux démonte-pneus en même temps, on les bascule comme ça. D'accord. Et puis, on fait sortir le pneu de la jambe. Puis, à partir de là, on peut, avec un peu de force comme ça, on tire. Et puis, on va déjanter le pneu. Et on finit simplement avec le doigt. Comme ça, hop, voilà. Et là, on a déjanté le pneu. Déjanter le pneu. Et puis, ensuite, il faut aller ici chercher la chambre à air. Voilà, la chambre à air qui est ici. Qui est potentiellement crevée. Soit je la mets de côté et j'ai une nouvelle chambre à air dans ma sacoche que j'ai introduit. Soit je prends le temps, avec un petit kit de réparation comme ça, de réparer ma chambre à air, ce qui est tout à fait possible. On peut même la réparer plusieurs fois. Il existe des petits kits de réparation. Voilà. Et c'est pourquoi ça met comme un petit bout de scotch sur le... Par exemple, celle-là, elle a déjà été réparée 2 fois. C'est un bon exemple. Ah oui, donc, d'accord. Ça n'empêche pas de réutiliser. Mais si on est en route, on va vite remettre une chambre à air neuve. D'accord. Eh bien, parfait, Christophe. Alors voilà. Oui, Andrea, je suis sûr que tu t'es dit, mais c'est quand qu'il met la main à la pâte, Alexandre? J'ai demandé à Christophe de me montrer déjà pour démonter la roue. Maintenant, il va me donner plein de conseils et après, je remonterai la roue sur le vélo tout à l'heure. D'accord? Ne bouge pas. Très bien. Alors, je te propose qu'on fasse une petite interview avec Mathieu Greul, je vous en prie. Venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes l'entraîneur du Judo Club Merge et du Judo Team. On va revenir sur la Coupe d'Europe de ce mois d'avril. Vos jeunes judokas sont partis notamment en République tchèque et en Géorgie. Vous allez nous raconter un petit peu leur exploit. Mathieu, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Alors, les jeunes viennent tout juste de rentrer. Là, ils sont notamment à l'école. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté? Quelles ont été leurs premières réactions à leur retour? Alors, ils ne sont pas tout à fait rentrés, ils étaient bloqués à Istanbul à cause d'une correspondance d'avion manquée. On a eu 4 jeunes qui ont participé à la Coupe d'Europe à Teplice au mois d'avril, en République tchèque. C'était une compétition qui était ouverte au club. Donc là, ils y sont allés dans le cadre du club. Et puis, le week-end passé, on a 2 jeunes qui ont été sélectionnés avec l'équipe suisse des moins de 18 ans en Géorgie, à Gori, pour participer à une Coupe d'Europe. On avait Sylvano Cori et Thibaut Bassi, les deux en moins de 50 kilos. Et ils sont actuellement sur le retour. Et ils ont aussi participé à un camp d'entraînement sur place durant 2 jours, et là, ils ont pu se frotter à pas mal d'adversaires pour progresser. Ouais, qu'est-ce que ça représente pour ces jeunes athlètes de participer justement à ces 2 Coupes d'Europe qui sont quand même des événements importants? Alors, c'est clair que pour eux, c'était une première. La République tchèque, c'était une première pour les 4 jeunes du groupe, là, qu'on voit à l'image. Et puis, la Géorgie, c'était aussi une première, puisque c'était pour les 2 leur baptême du feu avec l'équipe nationale sur une compétition de ce niveau-là. Donc, c'était clairement quelque chose d'assez important pour eux, un point central dans leur carrière. On espère qu'il y aura beaucoup d'autres compétitions de ce genre par la suite pour eux. Ouais, vous avez mentionné le nom de 2 athlètes, Thibaut Bassi et Sylvano Cori, on en a souvent entendu parler ici sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est quoi qui fait la force de ces 2 jeunes? Alors, ces 2 jeunes qui s'investissent énormément dans leur sport, qui ont un projet personnel qui commence à être axé autour du judo. Thibaut est actuellement en première année de gymnase avec pas mal d'allègements scolaires à disposition pour la pratique du sport de haut niveau. Il n'hésite pas à se lever parfois à 6 h du matin pour aller faire de la préparation physique. Et puis Sylvano termine l'école obligatoire au mois d'août. Et en août, justement, il est admis au gymnase sportif. Donc là, il aura une vraie structure pour professionnaliser un peu plus ses entraînements. Oui, la suite est lancée. Alors, pas de médaille, mais quand même de très bons résultats. On imagine quand même la fierté du coach. J'aimerais revenir également sur les équipes M13 et M-15 que vous avez citées tout à l'heure lors du tournoi par équipe à Bonneville. Comment ça s'est passé justement du côté des équipes? Alors c'est vrai que là on parle de Sylvano et Thibaut, mais on a tout un groupe derrière. C'est un petit peu les plus âgés du groupe, les fers de lance, mais derrière on a un groupe de moins de 15 ans, un groupe de moins de 13 ans. Ces 2 groupes performent aussi au niveau national, voire international, quand on les sort sur certaines compétitions. Et puis on a participé il y a 10 jours à peu près à une compétition par équipe en France, à Bonneville. Et nos 2 équipes, tant les moins de 13 que les moins de 15, ont réussi à remporter la compétition. Donc c'était une belle performance pour le club. Ouais, pour le club, qu'est-ce que ça demande justement en termes d'infrastructure et de préparation de tels voyages et d'aller finalement disputer ces Coupes d'Europe ailleurs et puis dans des pays qui sont effectivement beaucoup plus loin, comme la République tchèque ou la Géorgie? Alors c'est clair qu'au niveau logistique, ce n'est pas toujours simple à organiser. Pour les Coupes d'Europe, il y avait beaucoup d'administratifs à faire, créer des comptes sur la plateforme de la Fédération internationale de judo. Il faut organiser les hôtels, les accréditations. Il y a pas mal de choses à faire. C'est un petit peu plus compliqué que quand on sort dans un tournoi plus classique à l'étranger.
Au niveau logistique, avec les deux clubs, Moorge-Nyon, on a 4 minibus, donc ça nous permet de voyager pas mal, de sillonner l'Europe. Et voilà, grâce à ça, on arrive à faire pas mal pour les jeunes. Oui, la suite, notamment, j'aimerais mentionner ici les moins 16 qui vont bientôt disputer un tournoi avec l'équipe suisse. Voilà, exactement. On a 5 jeunes de moins de 16 ans qui ont été convoqués avec l'équipe nationale des moins de 16 ans, justement, pour participer à une compétition à Erfurt, en Allemagne. Ça sera dans 2 week-ends. Oui, Mathieu Greul, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on se réjouit aussi de suivre ces jeunes en votre compagnie. À très bientôt. Merci, à bientôt. Et puis on mentionnera ici une autre médaille, c'est notamment Mélodie Veillard, ancienne judoka nyonnaise qui ne fait plus partie du judo team Nyon, mais qui a remporté sa toute première médaille de bronze lors de cette Coupe d'Europe en République tchèque. Bravo à elle, on se réjouit de la recevoir prochainement sur ce plateau. On va terminer avec notre page culture. Mali, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Raphaël également. On va parler avec vous de la fête de la danse qui est de retour en Suisse du 10 au 14 mai, du 10 au 12, je crois plus précisément. Harold, on va découvrir le programme en votre compagnie. Mali, Raphaël, bonjour, bienvenue sur ce plateau. On est ravis de vous avoir. La fête de la danse, déjà, c'est un événement qui a son importance en Suisse, mais aujourd'hui, vous êtes la seule ville, en tout cas dans notre région, qui y participiez. C'est étonnant, non, Mali? C'est étonnant, je ne sais pas. Et non, il y a quand même Morges qui le fête en même temps que nous. Mais le Gland fait une pause momentanée, mais on reprendra certainement l'année prochaine. C'est un événement qui demande aussi beaucoup d'organisation des fois. Donc si notre programme est chargé à ce moment-là, ce n'est pas des dates qu'on choisit. Donc ça peut se comprendre qu'on fasse une pause une année. Mais ouais, c'est un super événement, très festif. On essaye de faire découvrir la danse un peu sous toutes ses coutures, sous toutes ses formes, dans tous ses styles. Et on aime bien défendre ça. Oui, pourquoi justement? Qu'est-ce que ça apporte, la fête de la danse? Est-ce que réellement ça apporte un autre public? Est-ce que vous avez pu l'expérimenter, puisque ça fait plusieurs années maintenant que vous la faites et que vous participez à cette fête? Donc nous, c'est notre 2e année seulement, notre 2e saison, mais en tout cas, c'est des événements plein air. Donc forcément, comme tout spectacle plein air, on croise des gens qui n'ont pas l'habitude de venir forcément en salle et puis qui tombent sur un spectacle de danse. On fait aussi les cours, la plupart des cours se passent en plein air aussi. On essaie s'il fait beau bien sûr, l'année dernière on a eu de la chance, mais ça va être pareil cette année. Mais donc on essaie de créer aussi des interactions, il y a plus d'événements participatifs, on essaie vraiment de solliciter le public à des endroits actifs aussi. Mais pas que, il y a aussi des spectacles comme Nalk qui va vous présenter Raphaël. Donc on essaye de faire un aperçu assez vivant, assez festif, assez joyeux et rassembleur. Donc ouais, ça amène d'autres publics et à des âges très très différents. C'est vraiment tout public comme événement. Ouais. Raphaël, on vient de le dire, vous allez ouvrir cette fête de la danse avec votre spectacle et votre compagnie Champlou, ça s'appelle Nalk. Un petit mot avant de voir justement les images. Pourquoi avoir voulu participer à cette fête de la danse? Quelle importance ça a pour vous? Déjà, c'est important parce qu'on est une compagnie romande. Bon, on est basé à Bienne, mais on opère sur le bassin lémanique, roman, et aussi en Amérique, en Suisse alémanique. Mais c'est important parce que c'est notre région. C'est important parce qu'on a envie de tourner. C'est important parce que le spectacle est beau et qui mérite d'être vu. Voilà, mais pour plein d'autres raisons. Et puis la fête de la danse, il y a quelque chose d'assez emblématique aussi. Je pense que tous les interprètes y participent avec d'autres projets depuis très longtemps. Donc ouais, c'est toujours un plaisir en plus d'être dans ce festival-là. Je vous propose qu'on rentre un petit peu dans l'ambiance avec quelques images du spectacle. Ça s'appelle Nalk, qu'on regarde.
Plusieurs styles du hip-hop jusqu'à la danse contemporaine est difficile pour ce spectacle NALC de vous mettre dans une case. Est-ce que c'était justement ce que vous vouliez? Je sais que par exemple du côté des musiciens, on n'aime pas trop, certains musiciens n'aiment pas être dans une classe, dans un genre. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Je pense qu'au début, quand on débute, c'est toujours important de savoir à quelle famille on appartient. On a toujours besoin d'appartenance, en fait, je pense. En tout cas, dans la culture de façon générale. Mais au fur et à mesure des spectacles, en tout cas, moi, j'ai envie de m'en détacher. Donc, je pense qu'au début, c'est important d'être identifié. Et c'est important aussi, je pense, pour les programmateurs de pouvoir identifier ce qu'ils voient. Mais de l'autre côté, en tant que créateur, je crois qu'il y a un moment donné où on change complètement d'optique. En tout cas, moi, c'est l'endroit où je suis. Je suis absolument pas... J'ai pas fini ma carrière, mais je suis pas au début de carrière. Mais je suis en train de me dire, ah ben non, chaque spectacle est très différent et il n'y a plus vraiment un besoin de pouvoir nommer ce que je fais. C'est vrai ça, Mali? Est-ce qu'on intellectualise finalement aujourd'hui la culture et il faut l'intellectualiser, la mettre dans une case, ou au contraire, est-ce qu'il faut le ressentir en tant que programmateur et puis ressentir quelque chose de très viscéral et y aller un peu au coup par coup et au coup de cœur? Comment vous fonctionnez? Alors nous, on fonctionne totalement au coup de cœur. Donc on n'a vraiment aucune famille à laquelle on s'identifie particulièrement au niveau du théâtre ou des autres arts vivants. Plus c'est perméable, plus c'est... beau, je trouve. Donc, non, on est assez ouvert et puis on fonctionne avec l'instinct de ce qu'on voit et de ce qu'on se ressent. Puis c'est vrai que ce spectacle est vraiment très, très riche. Il mêle beaucoup de cultures différentes. Il a des moments très suspendus, des moments très vifs. C'est 1 heure de spectacle, mais bien dense. Puis moi, je l'ai vu en scolaire et ça marche super bien avec les jeunes aussi. Donc, c'est vraiment très accessible en même temps. Puis, il faut le voir. Ouais. Bon, très bien, le rendez-vous est pris en tout cas. Rapidement pour le programme, évidemment on peut le voir et le consulter sur le site internet, mais quels sont déjà vos coups de cœur et sur quoi est-ce qu'il faut absolument se déplacer? Tout, mais... Je citerai... déjà, on fait une parade à chaque fois, chaque année. Cette fois, elle aura lieu sur les quais. En gros, on convoque les gens à 15h30 le samedi. Ils ont 20 minutes pour apprendre une chorégraphie qui est très simple, qui est imaginée par le Loft. Et après, on redanse plutôt cette chorégraphie tous ensemble sur les quais. On défile, c'est un moment très joyeux et assez festif aussi. On a un moment de hip-hop à l'honneur cette année, le samedi après-midi, avec un duo de hip-hopeurs qui est vraiment super, qui s'appelle Copper et Voldo. Je ne sais pas si tu connais. Moi, je les ai découverts au Crochetan, lors de la programmation du Crochetan. Et en fait, ils ont 2 formes différentes. La première, c'est du hip-hop improvisé. En fait, ils font tirer des cartes au public avec des images, des mots-clés ou des intentions. Et puis, ils doivent tenir compte de ces mots pour improviser des danses. Et puis, c'est assez impressionnant parce que c'est vraiment 2 bons danseurs. Puis après, ils organisent une battle entre 2 teams. Chaque team a 3 danseurs et danseuses et puis ils s'affrontent sous le son d'un DJ qui s'appelle Nelson. Ouais, c'est intéressant, on a parlé de hip-hop, Raphaël, vous venez aussi de cet univers-là. On a l'impression qu'aujourd'hui c'est un genre, et peut-être comme dans le rap et de la musique, qui revient et qui est souvent mis en avant, c'est vrai? Ou en tout cas plus? Ouais, probablement. Je sais pas, j'ai pas vraiment d'avis. Du fait que moi je suis dedans, ça n'a jamais été en arrière ou en avant, c'est mon quotidien. Après, je sais que médiatiquement et socialement, on arrive à une époque où on commence à voir un intérêt à cette culture. Et je dis on commence, pas forcément pour toutes les disciplines, parce que si on parlait du rap, en fait, ça fait 20 ans que le rap est là. Et au début, on pensait que c'était une mode, et c'est loin d'être une mode. C'est la musique la plus écoutée au monde. Mais pour la danse et pour les autres disciplines de la culture hip-hop, ouais, disons que oui, je crois qu'on est à la mode. Ouais. À l'inverse, en danse contemporaine, je sais que plusieurs personnes ont peut-être un petit a priori de dire que voilà, c'est de la danse où on a du mal à comprendre ce que les gens font sur scène. Comment casser ce cliché et vous leur dites quoi? On cassera pas le cliché, déjà. Parce que d'une certaine façon, la culture contemporaine regarde la culture hip-hop avec un petit peu de hauteur parce qu'ils ont peut-être plus d'ancienneté. Et on ne peut même pas leur reprocher parce qu'aujourd'hui, la culture hip-hop, en tout cas, si je m'adresse vraiment qu'à la danse et à la danse de théâtre, la danse de création, on s'inspire énormément de la danse contemporaine, de tous les outils de composition et de tout ce qui se fait. Donc on a un lien très étroit. Je pense qu'il y a une petite peur du côté de la danse contemporaine que nous soyons les prochains. Mais bon, ça challenge et c'est bien.
Ouais, peut-être des battles aussi. Et ce qui se fait d'ailleurs de plus en plus où on crée justement, on casse les codes et puis deux mondes qui se rejoignent et qui aujourd'hui s'affrontent, mais qui dansent ensemble et c'est ça l'important. Raphaël Mali, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se réjouit donc de suivre cette fête de la danse en votre compagnie. À très bientôt. Très belle journée à vous. Merci. Merci beaucoup. Alexandre, donc on retourne à toi avec sur ton vélo. Est-ce que ça roule? Oui, Andrea, bah ça y est, tu vois. Donc, c'est Christophe qui me filme et puis qui va me coacher pour justement réinstaller cette roue. Alors, je rappelle, du coup, on a donc Christophe, il y avait une crevaison, on l'a simulée en tout cas. Maintenant, on a réparé. J'ai la chambre à air. Alors, qu'est-ce que je fais, Christophe? Alors voilà, alors maintenant, démonter c'est toujours facile, remonter c'est peut-être plus difficile. Ouais, c'est plus dur. Alors, Alexandre, tu vas positionner la valve, tu vas chercher sur la jante le trou de la valve. D'accord. Bon alors, Andrea, quand même, je te le dis, on s'est entraîné un tout petit peu avant. Une fois. Parce que s'est entraîné une fois, les gens ne trouvent pas le trou. Ah, le voilà, magnifique. OK. Donc. Alors, là, c'est bon. Donc là, maintenant, j'ai repositionné ça. D'accord. Donc, j'imagine que je dois la mettre... Pose la roue à plat déjà, par terre. D'accord, je la pose par terre. Voilà. Maintenant, je dois mettre... Ah, voilà, ma chambre à air à l'intérieur même du pneu, c'est ça. Ah, Christophe est gentil, il m'aide. Il m'aide quand même un petit peu parce que... Ouais. On est du mauvais côté, là. Ah, on est du mauvais côté. Ah, mais c'est pour ça. Non, c'était bon. Non, c'était bon. Ah. Démonte-le. Voilà, c'est les aléas du direct. Voilà. On va sortir le pneu. Voilà. Là, ben voilà. Recommence comme ça. Alors, c'est reparti. On est reparti, Andrea. Voilà. Hop. Effectivement, c'est clair qu'on n'avait pas redémonté complètement le pneu. Donc, du coup, voilà, donc ma chambre à air. La chambre à air dans le pneu. OK. Donc, là, je fais juste, Christophe, ou pas? Oui, c'est parfait. OK. Jusque-là, on va dire que ça va. Voilà. OK. Voilà. Maintenant, j'ai l'impression que je ne suis pas trop mal. Maintenant, on va remettre le pneu sur la jante. Donc, il faut que je le mette voilà, debout. Alors, ça, c'est la partie un peu plus technique. Alors, je pars d'où? Je pars d'ici de la valve. Voilà. Avec tes deux mains qui vont à l'opposé. Et ça rentre tout seul. Ouais, tu vois, ça alors, très important à savoir, Andrea, parce que j'ai fait la bêtise tout à l'heure hors caméra, il ne faut pas y aller comme ça à deux mains. Il faut y aller vraiment à l'opposé parce que sinon, en fait, le pneu ne va pas arrêter de sortir et ça va être assez pénible. Je retourne la roue. Je me mets comme ceci. Voilà. OK. Et là, je fais... deux mains. Voilà. Et là, je fais le chemin inverse. Voilà, les mains en opposition qui se rapprochent. Qui se rapprochent petit à petit. Voilà, on rentre bien la chambre. Et alors, on rentre bien la chambre à air pour ne pas la casser. Voilà. Et alors là, j'arrive. Oh bah, je me coince le doigt en plus. Attends. OK. Et puis là, Christophe, dis-moi. Voilà, là, je crois que ma chambre à air, elle est bien. On force avec les deux mains, là. On force comme ici ça. Voilà. Comme ceci. On évite. Voilà, encore un petit coup. Ouais. Encore un peu. Force bien. Ouais. Voilà, et la chambre à air est coincée. Non? Hop. Voilà. C'est bon. Et là, je peux forcer encore. Hop. Et ça va bientôt y aller. C'est long, hein. C'est long et fastidieux. Et surtout, je pense que tu ne m'entends pas. Christophe, je crois qu'il faut que tu fasses la fin, là, parce que je ne m'en sors pas du tout. Alors, attends. Voilà. Voilà, c'est bon. Ah, magnifique. OK, maintenant, alors, je n'ai pas précisé quand même, la chambre à air n'est pas regonflée encore, parce que sinon, c'est compliqué. Alors, ce qu'on doit faire maintenant, si j'ai bien retenu les leçons du prof, c'est que j'arrive par en dessous, je dois placer la chaîne sur le plus petit rayon, c'est ça? Pignon. Voilà, ici. OK. Tire un peu le dérailleur. Je tire un peu le dérailleur comme ça. Voilà. Et là, je remonte progressivement. Ah oui, attention justement à ce que le pneu, il passe bien les deux freins. OK. Voilà. Magnifique. Et voilà. Ah là, je suis pas mal. Et là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dois serrer, j'imagine? Maintenant, il faut serrer la roue, sinon on va avoir un problème. D'accord. Donc, je tourne, hop. Voilà. Et voilà. Et là, j'ai serré. Et là, normalement, il ne me restera plus qu'à gonfler le pneu. Christophe, merci beaucoup. Je vais juste retourner, voilà, la caméra pour qu'on puisse juste discuter 2 secondes ensemble. Merci déjà de m'avoir montré comment changer ma roue de vélo.
Donc du coup, si on veut faire ça, on a rendez-vous samedi avec vous pour la journée du vélo à Nyon, c'est ça, hein? Voilà, donc samedi, sur la place de la Marache à Agnon, la ville de Nyon organise la journée du vélo. Ouais. Et nous, on propose un cours de mécanique, un peu ce qu'on a fait maintenant. Ouais. On appelle ça cours de mécanique pour débutants, donc c'est vraiment Effectivement, les bases. je confirme. C'est vraiment les bases du sécurité sur le vélo, quelques éléments à contrôler, la chaîne, graisse, etc. Et puis le démontage et remontage donc de la chambre à air, roue, pneus, comme on a vu là, pour être autonome, si on veut, en cas de crevaison. D'accord. C'est toujours utile quand on est dans la campagne. Oui. Et voilà. Ok. Christophe, Pro-Vélo-la-Côte, très rapidement, c'est combien de membres aujourd'hui? Alors, c'est environ 130 membres sur la côte, mais au niveau national, c'est quand même, Pro-Vélo, c'est quand même 44 000 membres. Ah oui? Donc, c'est une association qui est importante. Ouais. Et vous faites partie donc, du comité ici pour Pro-Vélo-la-Côte. La vocation, c'est quoi déjà? C'est de promouvoir vraiment l'activité du vélo? C'est promouvoir le vélo au quotidien comme mode de déplacement, de transport aussi pour les enfants, pour transporter du matériel. Et puis, promotion et défense aussi des intérêts. Une grosse partie sur les infrastructures. Lors de la journée du vélo, il y a aussi un élément important, c'est qu'on va donner un cours de circulation, famille, enfants, avec vraiment une partie qui se déroule dans la circulation pour vraiment que les enfants sachent comment conduire leur vélo sur la route. Et aussi les parents avec les enfants. Ça, c'est aussi une grande partie de nos activités. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. D'accord. Et c'est important pour former les futurs cyclistes. Si on veut. Très bien. Merci beaucoup, Christophe. Alors, vous êtes improvisé caméraman aujourd'hui. Moi, je me suis improvisé réparateur de vélo. Enfin bref, Andrea, tu l'auras compris. Maintenant, je saurai comment t'enseigner à toi, comment changer ta chambre à air sur ta roue de vélo. Voilà. Ça tombe bien, j'ai mon vélo à réparer. Mais on aurait presque dit plutôt un cours de sport plutôt qu'un cours de mécanique, Alexandre. Très belle journée à toi, merci beaucoup. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme, à demain.